Les Instigateurs, podcast numéro 29. Aujourd'hui, on vous partage nos outils essentiels pour gérer votre business. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Le pirate des montagnes, Mathieu Dumont. Get over it. Je te lâcherai pas avec ça. Tant que je verrai pas un eye patch sur Mathieu Dumont, je te lâcherai pas avec ça. Là. Drop it, let it go. Écoute, je vais finir par me stabber moi-même dans mon œil pour justement porter un eye patch, tu sais. C'est comment c'était le dans Unité 9, tu t'as regardé pas. J'ai-tu l'air d'un gars qui écoute Unité 9? Ben, j'étais bon Unity 9, man. Normand Despins avec son eye patch, il avait l'air badass. Mais tu vois, dans la série, il portait son eye patch, mais il était plus humain qu'avant qu'il portait son eye patch. I don't know. J'ai aimé cette série-là, honnêtement. Je sais pas si vous autres à la maison, vous écoutiez Unité 9, mais pour Picarine, on était bien gros sur Unité 9. Un entrepreneur, ça n'a pas le temps d'écouter la télévision, Dave. Oh, ouais. Hey, écoute, on a parlé d'alignement, là. Puis honnêtement, là, comme j'avoue que moi, mes petites séries avec ma femme, là, le soir, là, c'est pas mal, pas sacré, là, mais on aime ça. Là. On aime ça. On est rendu sur... là, on écoute Money Heist, Casa de Papel, qui est une série espagnole, qui est vraiment le fun. Dans le fond, il braque la banque centrale, la mint, là, comment t'appelles ça, là, où est-ce qu'ils impriment les billets. La banque centrale. La banque centrale, ouais, espagnole. C'est vraiment cool, là. C'est sharp. Moi, j'aime ça. En tout cas, on est là-dedans pas mal de ces temps-ci. J'écoute Ozark aussi. Ça doit, t'écoutes-tu en tout? Non, t'as pas Netflix zéro. Oh, ben, je l'ai, là, mais je l'écoute pas vraiment à part quand t'as des affaires de genre Witcher qui sortent. Ben, moi, je suis très médiéval. Ah oui, mais je suis vendu bien raide, là. Quand je suis seul avec le petit, je fais juste mettre des playlists de... Drop a coin, toss a coin to your Witcher, mais genre des versions. C'est comme la même tune, mais en 60 versions back-à-back, puis je me tente pas, là. J'ai regardé un petit peu, je sais pas, 7-8 épisodes de Witcher. J'aime ça aussi. C'est sûr qu'il y a le côté fantastique, là, qui est un petit peu, par exemple, quand tu compares ça, je sais pas, moi, Game of Thrones, il y a un côté un petit peu plus comme... c'est ça, là. C'est ça qui vient me chercher. Witcher, juste le jeu, j'ai dû mettre plus que 100 heures dedans. Fait que, je connais bien le lore qu'on appelle le backstory puis tout. Ouais. Puis, moi, c'est comme Lord of the Ring, Witcher. Là, t'es dans mon game. Mais j'avais pas catché que c'était un jeu vidéo avant d'être une série. Moi, j'avais commencé à regarder ça. Parce que c'est un livre avant le jeu vidéo, par contre. Ouais, mais c'est ça. C'est après que j'ai compris ça, mais je trouvais vraiment cool. Comment il s'appelle l'acteur Henry Cavill? Henry Cavill, ouais. Ouais, il est badass là-dedans. Là. J'avoue là, que quand il joue Witcher, là, comment il s'appelle encore le Witcher? Geralt of Rivia. Geralt est pas mal badass. Là. Quand même. Ouais, non, j'avoue que c'est intéressant. Puis, ça peut être dur à suivre pour certaines personnes qui comprennent pas nécessairement tout l'univers. Faut faire de la recherche aussi. J'ai fait de la recherche un petit peu sur les monstres de Witcher, parce que je trouve ça vraiment cool, moi, cet univers-là, les monstres, tout ce qui est monstre, kaiju, etc., là, même les dessins animés japonais avec Godzilla. Je capote là-dessus, moi, là. J'adore ça, là. Non, mais puis ceux qui ont mis dans la série ne sont pas nécessairement dans le jeu non plus, donc même pour les adeptes du jeu, tu avais des nouveaux éléments, donc non, c'était bien fait. Ouais, j'aime ça. Mais c'est ça, non, il y a Witcher, mais je sais pas quand Puis Ozark aussi que je regarde en ce moment. Ça fait longtemps que je regarde Ozark, mais là, il a sorti la saison 3. Si vous... honnêtement, là, si vous aimez... au niveau de la business, c'est le fun à regarder, mais c'est de voir comment ces mafiosos-là, ces cartels de la drogue-là, comme passent leur argent, c'est mental. Là. C'est comme si vous avez aimé, par exemple, Narcos. Je trouve que Ozark est beaucoup plus dark et beaucoup plus... je sais pas, c'est vraiment
différent de ce côté-là. Là. C'est peut-être moins sensationnaliste, là, mais tu vois vraiment que comment est-ce que eux autres opèrent à la façon avec le blanchiment de l'argent, c'est mental. L'importance des process, man, on le dit tout le temps. Ah non, mais ça, c'est des process on steroids. Ça, c'est fou. Là, ils sont rendus comme dans... Là, le FBI est impliqué. Ils font un audit dans une de leurs business qui leur sert comme blanchiment d'argent. Ils ont un casino, en tout cas. Puis le FBI est là, puis le gars arrive à tout passer ça devant le nez du FBI. C'est mental, en tout cas. C'est fou. Mais en tout cas, bref, c'est de bonnes petites séries. Je sais pas comment est-ce qu'on a drifté sur les séries. Je sais pas, c'est l'histoire de ta vie. On parle avec toi, on se ramasse sur une ligne qu'on n'a aucune idée comment qu'on se rend là. Puis... Ouais. On a parlé c'est ça. On a commencé avec Unité 9 et on parle de blanchiment d'argent dans l'œil. Puis OK, parfait. Exactement. Wow. En tout cas. Bref, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus tactique, outils qu'on utilise. On a beaucoup de demandes par rapport aux outils qu'on utilise et puis je pense que c'est relevant en ce moment avec le nouvel univers du télétravail qui se dessine devant nous. Puis nous autres, ça fait quand même... Tu sais, c'est comique, le télétravail, c'est pas nouveau. Là, moi, ça fait comme plus de 10 ans que je travaille en télétravail. Maintenant, je trouve ça vraiment le fun parce que les outils sont là. Quand on a commencé, c'était pas ça. Là. Mais maintenant, tu as des beaux outils. Puis, on va vous partager, dans le fond, les meilleurs outils que nous autres, on utilise pour gérer notre équipe. Petit background, moi, de mon côté, j'ai géré des équipes la plus grosse équipe qu'on a gérée, c'était 16 employés. Là, j'ai une plus petite équipe, mais de façon générale, les outils restent sensiblement les mêmes. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir... Ça change pas nécessairement beaucoup la façon de fonctionner par rapport à la croissance de l'entreprise. Je pense qu'il y a vraiment 3 catégories au niveau des softwares, au niveau des opérations. Il y a le côté communication, donc comment vous allez communiquer avec vos entreprises, avec vos employés, comment vous allez gérer vos projets en général et comment vous allez établir la gestion des tâches, si tu veux, du day-to-day. Là. Fait que je sais pas où tu veux y aller avec ça, Mathieu, si tu veux starter par peut-être tes outils ou la façon dont toi tu procèdes avec Didact. De la façon que je le vois, toi tu dis 3, moi j'en vois 4, c'est-à-dire les outils que tu vas utiliser avec ton client, c'est-à-dire lead gen puis CRM, donc tout ce qui est gestion de l'information sur les personnes, client ou lead. Ensuite, ceux qui ont converti, tu vas avoir les gestions de projet. Puis après ça, tout ce qui est plus, comme tu l'as dit, facturation, donc faire le end-to-end d'un client. Puis communication, oui, c'est sûr que tu as des outils de communication avec le client, mais les outils internes de communication, ça, c'est un layer de plus que moi, je considère. On peut y aller dans l'ordre, je pense, dans la boucle la gestion d'un client en télétravail, je pense, ou t'as mieux qu'on passe point de vue gestion d'un projet avec un client ou comment bien rouler avec ses propres employés puis gestion interne en premier? Ben, je pense que la communication est toujours le problème principal dans une entreprise. Que ce soit une très petite entreprise ou une grosse entreprise, ce que je vois comme beaucoup de problèmes, puis I guess qu'il doit en avoir beaucoup qui rentrent là-dedans en ce moment, c'est que quand tu passes dans une optique de « je te parle », tu es dans un office, un environnement physique, tu parles de vive voix avec une personne, dans cette communication-là, j'ai l'impression que le problème, c'est que le default mode, quand ça vient au niveau de télétravail, c'est de passer tout à travers tes courriels. Puis je pense que c'est que c'est une certitude et c'est prouvé que de passer d'utiliser notre courriel, notre email comme un outil de communication interne est un gros problème, est une grosse erreur. Ça va vous causer un clusterfuck vraiment de communication. Et le problème est que quand on travaille souvent en télétravail, on va travailler de façon asynchrone. Ça veut dire qu'on va pas nécessairement travailler tout le temps en même temps. Et puis bon, si vous avez un office, si vous passez d'un office physique à un office virtuel et vous êtes tous dans la même time zone, c'est bien. Si vous ne l'êtes pas, c'est là que le challenge va se passer. Et nous, c'est certain, on a passé optimiser complètement ma boîte inbox, et puis j'encourage tout le monde à le faire, mais c'est aussi de passer que la communication ne se passe pas zéro via email. Okay? À moins qu'on doit passer une information spécifique, forwarder une information, etc., on va le faire, mais au niveau de la communication, on s'enlève complètement du email. Donc, ce qu'on utilise, nous autres, puis
Une autre erreur que je vois, puis je sais pas toi, qu'est-ce que tu utilises au niveau de au niveau des messages internes, mais je vois beaucoup de compagnies qui vendent sur Slack, par exemple. Donc, Slack est comme un outil un logiciel de messages, dans le de fond. messagerie en direct, puis d'avoir des canaux pour des topics spécifiques. Exactement. Ce que je déteste de Slack, c'est le côté réactif de Slack. Fait qu'admettons que tu arrives avec Slack, puis tu as une conversation, puis vous êtes 4 dans la conversation, mais il y en a un qui n'est pas nécessairement là en direct. OK? C'est comme si tu allais dans ton message Facebook, tu avais un groupe Facebook, un groupe sur tes messages Facebook, puis tu dois scroller up pendant je ne sais pas combien de temps pour catcher up sur la conversation. Puis là, au niveau quand on parle d'optimisation de communication, moi, je trouve que ça cause un stress énorme à beaucoup d'employés qui doivent justement à chaque fois catcher up sur la conversation. Oui, en tout cas, finis ton point, là, mais je peux déjà dire que je suis semi-d'accord. Ben, le problème, c'est que tu as cette anxiété-là qui vient au fait que je dois tout le temps être sur mon Messenger parce que je veux pas manquer rien. T'sais? Puis j'ai l'impression qu'il y en a qui, quand on passe à ce côté-là, il y a le côté vicieux de la communication directe avec le direct messenger où les gens ne se permettent pas d'attendre. Ah, t'as pas vu le message, là, ils vont t'envoyer un email. Là, ils vont commencer à t'appeler parce que t'as manqué ça. Et là, tu te files l'employé sans la pression qu'il doit tout le temps être sur son nasty messenger pour pouvoir participer. Tu comprends? Mm-hmm. Mais l'instantanéité, ça, je suis d'accord que c'est absolument un problème. Par contre, moi, quelque chose qui est du côté du DAC, je trouve qu'on fait très bien, puis j'essaie de le mettre un petit peu dans tous mes projets, c'est la grosse distinction entre communication et gestion de l'information. Si tu as une pression à catch-up sur tout ce qui a été dit, c'est parce que tu le sais que si tu le fais pas, tu as de l'information qui se perd. Ça, moi, c'est une mauvaise pratique de gestion. Slack et les outils de communication, peu importe lequel que vous utilisez, même à la limite courriel, c'est fait pour communiquer. Il devrait toujours avoir un bilan des informations critiques pour que, on fait, de notre côté, Slack, on l'utilise, c'est sûrement l'outil qu'on l'utilise le plus à l'interne. Par contre, on le sait que si tu veux avoir l'info officielle, tu vas pas dans Slack. Slack, tu vas avoir tout le raisonnement, tout comment que les gens ont pensé, puis les argumentaires, blablabla. Mais si tu veux la finalité, on va aller dans GitHub, on va aller dans des différents outils de point de chute qui fait une espèce de, voici, à la lumière de tout ce qu'on a jasé, voici la position, voici l'information officielle qui est disponible pour tout le monde n'importe quand. C'est documenté. Donc, c'est ça la distinction vraiment de la messagerie, de la communication puis de la documentation. Donc, Slack, de notre côté, moi, j'encourage toutes les entreprises à travailler avec Slack. C'est pas compliqué, là, parce que justement, il y en a trop qui présentement le font encore avec Messenger. Si vous voulez une business sur Facebook, est-ce que vous n'êtes pas bien parti? Puis justement, la notion de, comme tu l'as mentionné, je trouve que c'est malsain d'entretenir ce besoin d'instantanéité, puis cette crainte de « je vais-tu perdre une information qui est sensible ou quoi que ce soit? » Donc, c'est ça, moi, c'est une preuve de mauvaise gestion. Donc, que ce soit... On en a plusieurs, je dis GitHub, mais c'est de voir c'est quoi vos process. Nous, on le sait qu'on va faire, exemple, des argumentaires en lien avec du code sur la plateforme de formation. Le final... Ce qui en sort, on va le mettre dans GitHub. GitHub qui est une espèce de gros répertoire de toute la documentation et le code et les travails qu'on fait sur le plan technique de l'application. Par contre, si c'est de l'argumentaire sur on jase de comment, mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, mettons, dans les prochains 3 mois, peu importe, on fait une espèce de gros exercice de priorisation, ça va être dans Basecamp. Mm-hmm. Parce que justement, Basecamp est un autre point de chute, que c'est des choses qui sont une espèce de curation, mais qui n'est pas actionnable encore. Puis quand on a décidé, on va dans Basecamp, on fait lui, là, on va le transférer dans GitHub. Puis tout le monde est au fait. Tout le monde a l'information officielle. Donc, c'est de regarder quels sont vos canons, quels sont vos points de chute, à quoi ils servent. On ne veut pas créer de doublons, on ne veut pas créer de cimetière non plus. C'est pas mieux d'avoir un outil où tu dois, je le mets là, puis je le mets là, je le mets là, ou créer des places que finalement, tu ne l'utiliseras pas, puis tu as un compte qui est vide, puis vu que tu as mis un petit peu d'informations, des fois, tu viens et tu n'es pas sûr si c'est la dernière qui est à jour ou quoi que ce soit. Soyez très sélectif, soyez optimal dans le choix. Mais nous, de notre côté, je te dirais que le point central de la business va être sur Slack. OK. Tu veux dire au niveau du day-to-day, vous allez être sur Slack. Oui, puis à partir de là, c'est de voir en même temps, au niveau communication plus large, si tu as la notion quel outil tu utilises puis de quelle façon tu l'utilises. Donc, moi, je sais que dans 5 minutes, normalement, à 9h30, on a notre stand-up. Un stand-up, dans le fond, c'est un rappel qui est envoyé à tout le monde. Puis, comme présentement, dans le contexte, on a une petite rencontre, 15 minutes ensemble, qui fait juste un breakdown. Autant pour
continuer de garder le contact interpersonnel, puis niaiser un peu, puis se voir, puis jaser, côté humain, que juste, savoir aujourd'hui, c'est qui est sur quoi. Comment est-ce qu'on se départage, puis y a-t-il quelqu'un qui a besoin de backup et de renfort sur ses projets? Tu fais un stand-up chaque jour? Chaque jour. À 9h30 à tous les jours, on fait un stand-up. On essaie de le faire le plus short possible. On le fait écrit de toute façon. Donc, tu sais, à partir de 7h, normalement, quand tu te connectes sur Slack, 10 minutes après, on a une automatisation. Parce que c'est ça la beauté de Slack, c'est que tu peux automatiser aussi beaucoup de choses. Donc, de notre côté, on a un Geekbot. Donc, on a programmé un petit robot qui fait « Hey, as-tu fait tout ce que tu as fait hier? Oui, non, pourquoi? Parfait. Deuxième question, c'est quoi ton plan pour aujourd'hui? Troisième question, as-tu besoin d'aide? Y a-tu un obstacle quelconque? » Puis ça, à partir de là, tu réponds dans un silo, puis ça le pousse dans un channel qui est le channel stand-up, parce que là, tout le monde est capable de le voir et prendre action au besoin. Puis on se le fait quand même un petit récapitulatif du stand-up, justement, en rencontre 15 minutes avec tout le monde. Mais là, ce que tu viens de nous démontrer, c'est la bonne utilisation de Slack. OK? Tu l'utilises, oui, pour comme un outil, si tu veux, comme si tu allais parler à ton collègue à l'office, mais au niveau de la gestion de ton information, de tes projets, c'est pas géré avec Slack. Tu as l'infrastructure pour gérer ces choses-là avec Basecamp, ta GitHub, etc., qui sont là. Donc, tu utilises vraiment Slack pour de la communication. Juste la basic communication daily, le chat entre les personnes et non pas la gestion du projet. Puis c'était là mon point, c'est que le problème, c'est que le monde pense que Slack va être un outil de gestion de projet. Et ça, non. C'est la pire chose que tu peux faire. Donc, ils vont reverter de email à Slack. Moi, ce qui est bien, par exemple, dans un email, c'est le côté compartimentalisation du thread. OK? Donc, tu as ton thread, tu as ton email, et à partir de ce email-là, tu as différentes communications qui se passent, différentes discussions, différents fichiers qui ont été uploadés, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est que on a, à la place de Slack, on a essayé Slack, ça n'a pas fonctionné, comme j'aimais vraiment pas le côté réactif, surtout du côté asynchrone. Donc, et nous, l'affaire, c'est que par exemple, Cédric travaille avec moi qui est en Thaïlande. On a une demi-journée de différence. Donc, c'est certain qu'on travaille de façon asynchrone la majeure partie du temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est on utilise Twist. Twist, c'est un outil qui est un outil de communication qui a été développé par ceux qui ont développé Doist, qui est une gestion de to-do list, dans le fond. On n'utilise pas Doist, mais on utilise Twist qui fait deux choses, dans le fond. La chose principale, c'est que tout comme Slack, tu as différents channels, mais l'affaire, c'est que c'est divisé en différents threads. Fait que dans le fond, c'est comme si tu avais un inbox de email avec différents sujets. Ce qui se passe, c'est qu'on va différer, nous autres, la discussion d'une information. Fait qu'au lieu d'arriver puis d'être réactif par rapport à la discussion de l'information, que, OK, on doit parler de ça right now, c'est qu'on a un temps spécifique chaque jour. Ou chaque semaine, excuse. Fait que toi, je sais que tu as ton stand-up, puis c'est probablement la meilleure façon de parler d'un sujet spécifique quand tu as ton stand-up, si tu as un roadblock ou peu importe. Nous, ce qu'on fait, c'est on a un meeting chaque semaine. Donc, on a un super meeting le lundi où on parle de différentes choses. Ensuite, c'est sûr que là, on le fonctionne avec une petite équipe, nous autres maintenant avec une personne. Et puis, mais quand on était 16, admettons, moi, ce que je faisais quand j'étais par exemple avec Bioptimizers en tant que CEO, c'était que on avait le meeting le lundi chaque semaine où on parlait justement des grandes lignes. Et ensuite, une fois par semaine, je rencontrais les équipes spécifiques. Donc, l'équipe marketing, l'équipe de customer support, l'équipe du momentum opérationnel, etc. Donc, chaque jour, si tu veux, j'avais un meeting d'à peu près, je te dirais, une demi-heure à 45 minutes avec les équipes spécifiques où là, on faisait le review des roadblocks potentiels qui n'ont pas besoin d'être partager via un chat. Parce que ce qu'on veut faire, nous autres, c'est garder le but, c'est toujours de garder le momentum. C'est pas de briser le momentum. Et à partir du moment où tu rentres dans un environnement réactif comme un chat, tu vas briser le momentum au lieu de l'accélérer. La seule façon où tu t'accélères le momentum, si c'est un mini roadblock, si tu veux, qui n'a pas besoin d'une longue discussion, tu le fais. Tu peux utiliser ton chat. Mais la seule chose, le problème, c'est que la majeure partie des personnes, puis tu le vois dans le milieu corporatif, tu le vois tout le temps, c'est comme il y a un petit problème, on va faire un meeting d'une heure par rapport à ce petit problème-là. Non, c'est ça. Le classique de this meeting should have been an email. Là. Ouais. Oh, vas-y.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, c'est comme le monde se rend compte de ces choses-là, comme oh shit, tout le temps que j'ai perdu à cause que ça aurait pu être un freaking email. Mais dans l'optique que tu veux pas nécessairement gérer ta business à travers ton email, c'est important justement de compartimentaliser peut-être vos départements. Tu sais, toi, tu utilises Slack, moi, j'utilise Twist, mais compartimentaliser les départements et compartimentaliser l'importance de l'information. Tu sais. Puis ce qu'on se rend compte, c'est vu qu'on est asynchrone beaucoup, il y a très peu de discussions live qui se passent. Ça arrive, là, de temps en temps, comme quand on a des discussions live. Il faut planifier les discussions live. Sinon, on embarque dans une notion de ce qu'on appelle du context switching, ce qui est sûrement un des pires silent killers d'une business au niveau de votre productivité. C'est le fait de on va toujours réagir, parler tout de suite d'un sujet, parler tout de suite. Mais c'est parce que une discussion de 10 minutes va vous avoir amputé de 30 minutes de productivité. Le temps de changer de contexte, retomber dans le contexte de la question, jaser de la question, retourner dans ce que vous faisiez avant, reprendre votre momentum. Donc, les discussions, c'est pour que de notre côté, nous, c'est mappé dans la journée, c'est en 9h30. Sinon, s'il y a quelque chose, hey, es-tu disponible à telle heure ou telle heure? C'est planifié pour que on aille justement le moins possible de context switching et de réactif dans nos communications. 100%. Donc, encore une fois, réactivité, proactivité avant la réactivité. Et malheureusement, 90% des business vont opérer de façon réactive à cause du messaging. C'est ça que je trouve déplorable, tu sais, la non-bonne utilisation du messaging. Donc, il faut arrêter, planifier vos temps où vous devez parler de telle ou telle chose. Si vous devez faire un stand-up de 15 minutes chaque jour, do it. Tu sais, contactez Mathieu, demandez-lui sa petite framework, il va vous la donner. Nous autres, on a un super meeting de chaque semaine, demandez-la moi. Tu sais, comme on est très, très, très spécifique dans la façon dont on va l'aborder. Donc, communication, there you go. Ben, moi, de mon côté, j'aime Twist. Mathieu est un fan fini de Slack. À vous autres de décider qu'est-ce que... Puis honnêtement, essayez-les. Là. Voyez ce qui fonctionne pour vous. Là, on a essayé Slack, ça pas... Twist fonctionne mieux pour nous autres. Pour des personnes, ça peut être Slack. Donc, côté communication, je pense que c'est les deux outils. Y a-t-il d'autres choses que toi, tu utilises au niveau communication plus direct? De notre côté, on travaille avec Intercom. Au niveau communication, pour ceux qui veulent, mettons, faire de la communication avec les clients, tu as les chats en ligne de site et tout. De notre côté, communication interne Slack, communication externe, on leverage énormément Intercom. Intercom qui est quand même c'est une machine excessivement puissante avec plusieurs add-ons que tu peux. Mais de notre côté, dans le fond, on va autant l'utiliser. C'est pas mon CRM. Tu peux l'utiliser comme un CRM, mais vraiment, dans le fond, tout ce qui est gestion de support et documentation au niveau avec le client, donc quelqu'un qui a une question, puis que justement, tu veux offrir une proximité. De plus en plus, moi, je vous lève le flag. Là, on va s'en aller dans du commerce de proximité, l'entrepreneuriat, justement, plus relationnel. Donc, c'est un outil qui est, je ne mentirais pas, c'est quand même dispendieux, c'est quand même cher, mais Intercom te permet je trouve que c'est un qui le fait très bien. Sinon, j'ai entendu beaucoup de bien d'une entreprise de Québec qui s'appelle Missive, qui est une espèce de layer par-dessus les courriels qui te permet de router des choses, mettre des règles, puis de comme commenter à l'interne sur des threads avec le client. Donc, je ne l'ai pas personnellement essayé, mais mon bon ami François Lantier en fait les éloges. Donc, si François le dit, je lui fais confiance. Mais c'est ça, ton Intercom, si vous êtes dans les business de soit retail ou vente de produits physiques en général, mettons pas nécessairement avoir besoin d'un bail commercial, là, mais je pense que ça peut être intéressant comme outil à considérer, beaucoup d'automatisation, puis en même temps, c'est que ça vous permet de centraliser, d'accélérer. Je suis vraiment pas un amateur de chatbot, là, mais au moins de dire, bon, les gars, ça donne une opportunité de, si t'es live, répondre aux gens de façon synchrone, sinon mettre une coupe de liner pour donner un petit peu plus d'autonomie, je vais dire, au niveau de tes clients, de troubleshooter par eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise du côté Didact. Je suis d'accord avec toi. Comme c'est un outil qui est bon. On y a regardé. On avait regardé pas mal sur cet outil-là. C'est dispendieux. Donc, c'est certain qu'il va falloir, au niveau de votre il faut qu'il y ait un volume de service clientèle qui est quand même conséquent, que ça vaut la peine d'investir dans cette plateforme-là versus une autre. Mais ça dépend qu'est-ce que tu prends en même temps. Si tu prends juste, mettons, l'option de chat puis customer support, je pense que c'est 40$ par mois. Là. Fait que ça, c'est vraiment pas cher. Là. Mais si ça s'ajoute vite, puis c'est pas long que tu te ramasses avec un bill de 600-700$ par mois. Là.
Exactement. Nous, c'est ça qu'on avait regardé. Puis au niveau du volume, ça commençait. C'était comme honnêtement, là, comme c'était seulement une question financière de comme, OK, est-ce qu'on peut trouver un outil qui serait moins cher, qui fait la même chose dans le fond que ça pour nos besoins right now? Mais j'avoue que j'étais qui est intéressant parce que c'est une fraction du prix. Tu n'as pas toutes les mêmes fonctions, mais ils ont fait des changements, des ajouts récemment à la plateforme qui le rend assez compétiteur assez compétitif. Puis c'est ça avec exactement. Parce que souvent, quand tu regardes, j'ai l'impression que tu vas regarder beaucoup plus avec, tu sais, sur Missive, peut-être, qui sera peut-être plus targeté vers la personne qui a un petit Shopify store ou, tu sais, un petit business de e-commerce versus, tu sais, que ce serait pour une plus grosse business. Donc, ouais, non, je connais pas Missive. Nous autres, on a utilisé Zencastr, Zendesk, Zendesk pendant assez longtemps. Quand j'ai seté BiOptimizer, c'était avec Zendesk. Zendesk, on l'a eu, puis on l'a mis dehors, ça n'a pas été long, puis on a des clients qui l'avaient, qui l'ont mis dehors aussi. Donc, Zendesk a l'air sur un déclin depuis un certain temps. Là. C'est le problème de Zendesk, puis c'est qu'on parle de moi quand j'ai installé Zendesk, c'était il y a quand même 4 ans. C'était déjà une plateforme qui avait du millage. Tu sais, Zendesk existe depuis longtemps. Là, on parle de quinzaine d'années. Ça a été les pionniers au niveau du customer support, du plateforme de customer support. Donc, puis il y avait pas Intercom n'existait pas dans ce temps-là non plus. Donc, on l'a regardé par après. Moi, je l'ai regardé par après pour ma propre business, Intercom. Mais je sais qu'avec BiOptimizer, ils étaient tellement deep dans Zendesk. À partir du moment où moi, je suis parti de BiOptimizers, on était pas mal deep dans Zendesk. Donc, ils ont continué avec ça. Je sais qu'ils l'utilisent encore. Mais c'est le fun, c'est comme tu as dit, Intercom offre tellement de fonctions, tellement de belles fonctionnalités. Regardez à ça. Et puis, tu m'as dit l'autre, c'était Missive. Missive, exactement. Okay, Missive, d'un point de vue UX, UI, design, c'est souvent une des applications qu'on va jeter un œil parce que niveau présentation et simplicité d'utilisation, le graphic designer en arrière c'est un génie. Là. Excellent. Non, mais je ne connaissais pas du tout la compagnie. Donc et c'est une plateforme, ils sont francophones. Oui, exactement. Ils sont 100% bilingues, là, mais c'est basé à Québec. Bon, parfait. Non, mais tiens, on parle encore, je vais faire un petit segue là-dessus, là, mais c'est qu'il y a une belle opportunité pour les compagnies, justement, en ce moment, de devenir des compagnies, leading compagnies comme francophones. C'est des compagnies qui vont pas nécessairement chercher à compétitionner avec Intercom ou avec des grosses business qui sont venture-backed, etc. Vous pouvez devenir un gros poisson dans un petit big fish in a small pond, tu sais. Vaut mieux peut-être des fois avoir cette mentalité-là que d'essayer d'être un trop petit poisson dans une grosse mare, là, tu sais. Donc, il y a des belles opportunités, puis je pense qu'en ce moment, avec pas la revitalisation, mais la vitalisation du marché francophone au niveau du online, il y a des belles opportunités pour beaucoup de monde. Donc, je vais regarder la missive, mais écoute, moi, I take your word for it que c'est très bon. Là. Puis en même temps, tant qu'à parler d'Intercom, je vais faire le lead, le segue sur la deuxième catégorie, plus au niveau, c'est ça, client, mettons, tout ce qui est CRM, gestion de vos leads, gestion de vos clients. Donc, tout ce qui est information sur vos contacts. Puis ça peut inclure les partenaires aussi. Donc, on ne veut pas justement que ce soit perdu dans des courriels ou quoi que ce soit. Ça prend une place pour documenter les informations de contact. On lui a parlé à quelle date, on a jasé de quoi, c'est quoi ses besoins, toute la fiche qualificative, dans le fond, d'un prospect ou d'un client. Donc ça, c'est un marché qui est très agressif au niveau du CRM. Tu as vraiment beaucoup d'options. Intercom peut te permettre de le faire. Par contre, moi, je n'ai pas aimé ça parce que justement, tu te ramasses à avoir trop de bruit entre les demandes de questions, les leads, vice-versa. Je trouvais que la gestion n'était pas optimale. Ouais. Donc, personnellement, moi, j'utilise Pipedrive pour vraiment mapper mon processus. C'est un CRM et c'est aussi, dans le fond, tout mon processus d'onboarding, de vente est là-dedans. Donc, du premier contact jusqu'au dépôt de l'offre de service. Donc, essentiellement, un lead de notre côté, souvent, va nous écrire sur Intercom. Je dois faire une qualification par moi-même en jasant un petit peu. Si je vois un potentiel, je vais lui créer une fiche dans Pipedrive.
Tu peux automatiser ça. Je l'ai fait pendant un bout, mais encore là, c'est que je me ramasse avec le même problème. Moi, un CRM, je veux pas me ramasser avec du bois mort. Je veux pas mettre n'importe qui par défaut juste parce qu'on s'est parlé une fois. Donc, dans Pipedrive, c'est qu'il y a une qualification, il y a un niveau de sérieux qui a été fait. Puis, de là, dans Pipedrive, de mon côté, ben c'est ça. Je me suis comme mappé quelques tableaux. Dans mon tableau de vente, c'est 7 silos, donc 7 étapes claires avec mes guesstimates de conversion d'une personne, si je la mets, admettons, on a eu notre premier contact ou elle a eu la démo, bien, si j'ai, admettons, pour 100 000 $ de personnes stand-by dans l'onglet démo, ben, je sais que j'ai à peu près un 30% de conversion. Fait que, tout est mappé, puis je suis capable de comme faire mes prévisions en lien avec ça, parce que justement, bon, mais Pipedrive me permet de faire le calcul de, bon, mais tu as tant de personnes, tu as tant de volume d'argent dans un silo à 70% de conversion, plus un autre à 30%. Fait que c'est comme, ça te donne une bonne idée, mettons, du cash flow, ben des ventes que tu t'apprêtes à closer. Ça ne fait pas état du délai. Tu peux si tu veux, là, mais c'est sûr qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais dans ceux que j'ai utilisés, du moins, c'est celui que je préfère pour la simplicité d'utilisation. C'est sûr qu'après ça, sinon, ben, tu as HubSpot, comme je dis, c'est un marché qui est excessivement agressif. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui vous convient. Personnellement, moi, c'est Pipedrive. Donc, Pipedrive, est-ce que c'est un CRM? Donc, pour être clair avec vous autres, CRM, ça veut dire Customer Relationship Management. Donc, la relation de client, un logiciel de relation de client. Est-ce que Pipedrive est vraiment plus au niveau SaaS company, technologique, etc.? Non, pour vrai, tu peux moi, je suis très à l'aise à recommander à pas mal n'importe quel type de business, là. C'est sûr que par mon créneau, par mon expertise, moi, je suis plus... je fais pas beaucoup de business de retail. Mon expertise est vraiment avec la business de service. Je trouve qu'avec la business de service, ça se fait super bien. Pour tout, justement, comme centraliser tes chaînes de courriel, ta documentation, les dépôts des documents. On veut pas faire une gestion de projet avec ça, mais, tu sais, mettons... Essentiellement, Pipedrive, tu peux créer des alias par client. Donc, à chaque fois que j'envoie un courriel à un client, ben, il y en a une copie qui va être ajoutée à son dossier dans CRM. Okay. Fait que si je veux savoir, bon, ben, quelqu'un qui me dit, j'ai pas vu tel courriel, ben, gars, moi, j'ai pas besoin de chercher dans ma boîte à courriel. Je vois dans sa fiche client, ben, on s'est parlé, on s'est écrit à telle date, voici ce qu'on a dit. Fait que ça me simplifie un petit peu, ça fait une précuration de ma boîte de courriel en même temps. Ouais, non, il y a vraiment différents CRM. Ce qui est bien avec un CRM, c'est souvent tu vas avoir le côté email qui va être envoyé aussi. Donc, dans le fond, tu peux utiliser des tags, etc. pour vraiment segmenter votre auditoire. Donc, ça, c'est certain que c'est quand on a une compagnie, puis une compagnie qui est en croissance, c'est un des outils que vous allez devoir implémenter au cours de votre cheminement. Donc, il y en a différents. C'est sûr que c'est tellement difficile les CRM parce qu'il faut voir par rapport à ce que tout. C'est quoi votre contexte d'utilisation? C'est ça c'est dur de recommander. Exactement. Nous, on était puis quand il y a quelques années, on a utilisé Infusionsoft, quand beaucoup de monde ont rebaptisé Confusionsoft. Et ça les a forcés aussi à complètement redéfinir leur plateforme. Ils ont changé même de nom, il s'appelle Keep maintenant. Mais on l'a utilisé. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était overpriced et overcompliqué au niveau de tout ce qui était automatisation, etc. Mais c'est le problème avec des systèmes comme ça, tout en un. Plus que tu rentres de fonctions dans ton système, plus qu'il est compliqué à utiliser. Puis ils ont décidé, tu sais, ça allait bien Infusionsoft jusqu'à temps qu'ils décident de rentrer dans le all-in-one marketing. Ouais, mais le problème, c'est que c'était tellement complexe. Au bout d'un moment, il fallait que tu engages, tu payais ça, mais il fallait quasiment que tu engages quelqu'un pour le runner en plein. Une compagnie, quelqu'un ou une compagnie qui était capable de créer des campagnes Infusionsoft dedans, tellement c'était compliqué. Fait que là, il y a des compagnies comme ActiveCampaign, qu'est-ce qu'il y a encore comme autres CRM qui sont sortis là, dans les 5 dernières années. Là. Tu sais, qui a commencé. ActiveCampaign, c'est plus pour du email marketing, par exemple? C'est pas tant... Oui, tu as un volet CRM-ish, un peu comme MailChimp dit qu'il y a un CRM, là, mais... Non. C'est comme, ActiveCampaign est quand même plus CRM que MailChimp, c'est du ESP, là, complet, là. Fait que moi, je pense que comme, tu t'arrives, j'utilise pas ActiveCampaign, c'est un nom qui m'est sorti, là, mais, qu'est-ce qu'il y aurait comme d'autres CRM? As-tu des noms qui te viennent en top de ta tête? Pour le niveau des CRM?
Ben, Ouais. t'as Zoho, qui est quand même un gros dans le secteur, t'as Salesforce, mais c'est ça, c'est de voir en même temps, tu sais, là, les deux que je viens de nommer, admettons, c'est pour la plus grande entreprise, je vous mentirai pas, là. Pour les plus petites entreprises, je dirais que Nutshell fait quand même bien. Il y a Monday. Monday est comme un crossover entre un CRM puis un Ben, gestionnaire ben, de projet. ça, c'est faire attention aussi. J'aime beaucoup Monday, j'aime le côté gestion de projet. Je ne sais pas comment Monday, au niveau CRM, performe comparativement à, tu sais, je sais qu'ils sont très bons au niveau de la gestion de projet. Je ne suis pas certain au niveau du CRM, par exemple. Ben, pour vrai, j'ai une cliente qui l'utilise, puis ça va quand même bien. C'est sûr que, comme je te dis, elle, c'est business service. C'est une agence de design graphique, là. Donc, c'est sûr que c'est pas une business où ce que tu vas avoir crissement des clients en même temps. Fait que c'est sûr, comme on le disait, ça dépend de votre contexte. Si vous êtes une business qui vend plus des produits, ben vous avez besoin d'un CRM qui va être plus facile à gérer full scale. À la limite, justement, comme tu sais, Shopify, leur CRM interne est excellent pour ça. Mais mettons dans une optique de justement, bon, mais business, je vous dirais, petite entreprise, là, personnellement, ben c'est ça, Pipedrive, Nutshell. Il y a Insightly que j'ai entendu parler, mais je peux difficilement m'avancer parce que je ne l'ai pas moi-même testé, mais j'ai entendu du bon. Sinon, ben, c'est ça, Zoho CRM qui est un autre des gros power players. Ouais, faire attention aussi parce que ça, on rentre un petit peu dans dans la même problématique où vous ne voulez pas dépenser nécessairement trop pour commencer à utiliser un CRM. Le problème, c'est qu'il faut voir aussi comment vous allez, qu'il y ait une certaine progression. Fait que quand vous shoppez dans un CRM, faites sûr que c'est un CRM que vous pouvez prendre maintenant si vous êtes dans une place où votre compagnie est relativement petite, mais qu'elle peut vous accommoder sur la croissance de l'entreprise. Parce que ce que tu veux pas, c'est d'avoir à changer de CRM à cause de ta croissance. Ça, là, c'est un major pain point. Puis tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, ben, tu vas passer plus de temps à devoir réapprendre une autre plateforme, tout merger, etc. C'est pas la bonne solution à le faire. Excessivement coûteux, autant en argent qu'en effort. Tu sais, j'ai une entreprise avec qui je suis partenaire, je pense que c'est le 3e changement qu'ils font en 5 ans, parce que l'entreprise est en croissance incroyable, mais ça ralentit énormément ça brise ton momentum de devoir faire un switch, là. Donc, 100%. 100%. Non, c'est complexe, là. Et il faut faire attention, en fait, aussi sur vos devoirs, sur pourquoi vous avez besoin de ce CRM-là. OK? Si, admettons que vous avez besoin d'une all-in-one, puis que vous devez faire du email marketing aussi avec ce CRM-là, vérifiez les taux. OK, est-ce que ça performe bien au niveau de la distribution des courriels? Par exemple, avec Infusionsoft, le problème qu'on avait eu, c'est qu'à un moment donné où les systèmes les fils de sécurité de Gmail avaient été augmentés, là, les emails qui étaient envoyés d'Infusionsoft ne se rendaient plus dans les boîtes Gmail. Et ça, c'est un gros problème, là. Fait que là, il y a beaucoup mais là, encore là, tu débarques du volet CRM Exact. en soi, parce que tu es dans, justement, je continue, ça, jamais je vois des modes. Infusionsoft s'est tué en rentrant un service qui n'aurait pas dû rentrer dans son offre, c'est le marketing. Ouais. Parce que le volet CRM, c'est juste, CRM, là, à son plus simple expliqué, là, c'est un gestionnaire de vente. C'est un outil pour gérer ton sales process. Puis honnêtement, comme tu regardes, par exemple, avec Shopify, tu sais, des fois, si vous avez un Shopify Store, tu sais, Shopify Store, dans le fond, est une plateforme de CRM d'une certaine façon. Oui, gestion des commandes. Mm-hmm. Oh, vas-y. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'en ai fait mention tantôt, le CRM dedans, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup. Avez-vous besoin de beaucoup d'interaction puis de back and forth avec vos clients? Ben c'est du one and done. Si c'est du one and done, Shopify, c'est souvent ce qui fait que c'est facile. Tu es capable de rapidement voir c'est quoi tous les achats que la personne a fait, avoir des tags de bon, mais clairement, elle s'intéresse plus à ce type de produit-là, peu importe, mais tu n'as pas nécessairement beaucoup de gestion de courriel et de sollicitations à faire pour l'amener à acheter, là. Non, puis l'affaire, c'est que tu peux l'intégrer, par exemple, avec Klaviyo. Klaviyo, par exemple, s'intègre super bien avec Shopify. Nous, on utilise Klaviyo au niveau des emails, donc au niveau e-commerce. Fait que ça s'intègre super bien avec Shopify. On peut mettre nos tags, on peut tout faire. Mais les plateformes sont, comment je peux dire ça? Klaviyo est spécialisé dans la livraison d'emails. Shopify est spécialisé dans la gestion de ton magasin en ligne. OK? Donc là, l'intégration se fait parfaitement. Parfait. T'sais, versus, comme tu as dit, quand tu as une all-in-one, souvent, il y a un côté qui va laquer un petit peu plus. Fait que moi, je suis plus, si vous êtes un petit peu plus petit,
d'aller avec des intégrations comme Shopify Store avec Klaviyo que d'essayer d'aller avec quelque chose qui est comme... All-in-one, en tout cas, jamais je vais être capable d'endosser ça. Parce que all-in-one, c'est juste intéressant si tu veux starter vite et pas trop te casser la tête. Donc, si tu veux sacrifier la flexibilité, l'agilité de ta business pour aller gagner en rapidité, OK. Mais tu vas toujours être limité. Tu sais, t'es mis dans un vase clos. T'es limité à ta croissance, t'es limité à leur outil. Tu sais, je veux dire, ça, je suis très à l'aise d'en parler parce que c'est ça notre créneau. On, mettons, avec Didac, plateforme de formation en ligne, il y en a beaucoup sur le secteur. On se demandait, ouais, mais tu fais-tu, mettons, aussi des tunnels de vente? Tu fais-tu du email marketing? Ouais, mais Kajabi le fait. Je suis comme, oui, Chris, Kajabi fait bien des affaires sur papier, sauf que tu vas te rendre compte que c'est pas parce qu'il fait que c'est facile à utiliser, que tu as du plaisir à l'utiliser, puis que tu as la flexibilité que tu veux vraiment. Tu sais, oui, c'est rendu facile d'intégrer des... Je comprends que ça demande un petit peu d'effort, ça demande un peu d'inconfort, puis de volonté, oui. Mais avec des systèmes comme Zapier qui vous permettent d'intégrer des plateformes ensemble dans le temps de le dire de façon super simple, c'est beaucoup plus intelligent de dire quelles sont les 3-4 applications nichées que j'ai besoin pour bâtir mon écosystème. Tu peux bâtir ton all-in-one tout seul. Mais oui, absolument. Nous, c'est ce qu'on a fait, là. Ben, nous autres, pareil. C'est ça qu'on fait, on fait en ce moment, justement. On a ditché le all-in-one totalement. Écoute, on s'entend, là, Zapier est probablement la meilleure invention depuis le pain tranché. C'est incroyable. Donc, dans le fond, Zapier, ce que ça fait, Z-A-P-I-E-R, allez le voir, c'est que vous pouvez, n'importe quel logiciel qui a un API, vous pouvez les intégrer ensemble. Donc, vous pouvez dire, admettons que quand une personne achète tel produit de mon Shopify Store, je veux que cette personne-là soit ajoutée dans telle campagne publicitaire ou tel funnel publicitaire dans ClickFunnels. Vous pouvez le faire. Et il y a vous pouvez le faire entre plusieurs logiciels aussi. Donc, vous pouvez intégrer 3-4 logiciels ensemble et les faire marcher de façon synchronisée. C'est une beauté. Moi, pour le prix de Zapier, c'est assez incroyable. Pour ce que ça peut faire, c'est ridicule. Puis, tu sais, je veux dire, là, parce que je comprends que les gens vont dire, ouais, mais Matt, t'es dans une business techno, puis toi, c'est facile pour toi. Moi, genre, je représente mon client, là. Je connais fuck all à la programmation, là. Oui, bon, j'ai mon équipe qui peut le faire, mais toutes les intégrations de Zapier, c'est moi qui les ai faites, là. Ouais. C'est pas compliqué. C'est quel est ton système 1, puis quelle est l'action qui se passe dedans, que tu veux que ce soit quel est le déclencheur. Puis quand le déclencheur se passe dans ton application 1, tu veux qu'il se passe quoi dans quelle application? Puis au pire, là, tu peux mettre des conditions. Ça peut devenir compliqué, oui, mais pour des intégrations, comme tu as fait exemple de quelqu'un qui se crée un compte, ajouté dans mon infolette, en 2 minutes, c'est réglé. Tu n'as pas perdu de cheveux. Là. Ouais. Non, 100%. Zapier, non. Nous, on l'utilise pareil. Puis donc, Zapier est honnêtement, là, comme tout le monde devrait utiliser Zapier. Fait que, allez-y, c'est assez incroyable ce que vous pouvez faire. Ça va vous sauver énormément d'argent, justement, pour pouvoir intégrer différentes choses ensemble. C'est pour ça que, par exemple, tu sais, Infusionsoft s'est tiré dans le pied en essayant d'intégrer un petit peu tout, tu sais, tous les systèmes ensemble. C'est que quand Zapier est arrivé, puis il a dit, ah ben là, tu sais, tu peux mettre ça ensemble, puis tu crées ton système custom. Wow! OK, ça change la donne complètement. Là. Puis faut comprendre que si vous êtes nouveau avec ça, puis c'est votre réalité en ce moment, que comme vous connaissez pas la version d'avant, là, moi, j'écoute qui est un vieux de la vieille, mais ça fait assez longtemps que je suis dans ce milieu-là. Je trouve ça absolument incroyable. Si j'avais eu ça il y a 10 ans, là, ça aurait changé énormément. J'aurais tellement sauvé d'argent, là, et puis sauvé de casse-tête. Là. C'est assez incroyable, là, comme impressionnant au niveau de l'automatisation, ce que ça fait. Donc, Big Time Zapier, tu as parlé de Kajabi tout à l'heure, puis je suis d'accord avec toi. Du côté de la limitation de certaines choses. Kajabi peut faire toutes sortes de choses, envoyer des emails, gérer des clients d'une certaine façon. Mais ça fait un table. Ben, c'est la même chose. Moi, je l'ai Kajabi. J'utilise Kajabi pour ma livraison de formation en ligne, même ma livraison de certification. Mais c'est la seule chose qu'on va l'utiliser. On n'utilise pas le Page Builder parce qu'il est super limité. Page Builder, c'est dans le fond faire vos pages de vente, etc. Je trouve que leur Page Builder suck. Et au niveau de la livraison des emails, ça suck aussi. Donc, mais malheureusement, tu payes 100% de la facture. Oui, mais moi, je suis chanceux, c'est que un legacy, j'ai le legacy, j'ai le Founder's Plan, c'est que j'utilise Kajabi depuis 7-8. J'ai été dans la version numéro 1,
Donc, je l'ai utilisé pour la livraison de mes formations en ligne dans la première version qui est maintenant morte. Ensuite, il y a maintenant ce qu'il y a le New Kajabi, la nouvelle version, le New Kajabi, comme il l'appelle, qui a été, où je fais partie d'un Founders Plan, donc il me coûte littéralement comme vraiment, vraiment pas cher. Donc, thank God, c'est pour ça que je le garde. Mais j'utilise seulement la fonctionnalité des cours en ligne. Et puis, honnêtement, on s'en sac maintenant parce que tu peux créer des webhooks, tu peux créer n'importe quoi avec Zapier qu'on intègre vraiment tout avec Kajabi. Donc, dans le fond, ça sert pour ça. Page Builder, on utilise ClickFunnels. De un, parce que j'aime le fait que Russell Brunson soit derrière ça, qui est un marketeur brillant au niveau des États-Unis. C'est certain qu'il y aura probablement des meilleurs page builders qui vont sortir ou qui sont même sortis que ClickFunnels. Nous autres, on l'a sorti, ça fait assez comme longtemps qu'on l'utilise, mais j'aime vraiment le fait de pouvoir créer des pages et des tunnels de vente, des sales funnels, etc. avec ClickFunnels. Et le fait que ça s'intègre aussi assez facilement avec n'importe quel email marketing, software de email marketing, etc. On peut faire de la gestion d'affiliés aussi. Donc ça demeure intéressant quand même. Il y a assez de versatilité et qu'on peut utiliser, mais c'est ça qu'on utilise au niveau du page builder. Toi, c'est-tu quelque chose que vous avez à l'interne à Didact ou vous utilisez Nous, on le fait. On n'en fait pas beaucoup. Puis quand on le fait maison pour avoir contrôle complet de ce qu'on fait. Puis ça soit hosté sur nos affaires pour le SEO puis tout. Donc du custom code. Faites du custom code. Custom code, c'est ça. C'est ça. Donc, mais après, des page builders, il y en a plein, là, même à travers WordPress. Oui, tu as LeadFox, c'est des marchés. Tout ce qui touche plus les systèmes, parce que c'est des systèmes qu'on utilise, on n'en utilise pas, on pourrait passer des heures, là. Mais tout ce qui touche le marketing, c'est excessivement agressif. Donc, c'est sûr que tu as tout le temps 2, 3, 4, 5 alternatives. Mais rendu là, c'est aussi que ça change selon les trends, alors que de l'autre côté, ceux qu'on vous jase aujourd'hui un petit peu plus, communication, CRM, c'est les bases de votre business, donc c'est plus stable. Donc, c'est des investissements plus stratégiques que vous faites. Donc, c'est ça. Donc, regardez ces choses-là, puis il y en a plein, là, comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est que ça devient de mieux en mieux. Chaque année, là, c'est comme, oh, wow, ça évolue, là, tu sais. Donc, faut voir ces choses. Ça devient de plus en plus facile, dans le fond. Donc, ça devient quand même intéressant. Donc, là, on a parlé de communication, on a parlé de CRM, on a parlé d'intégration. Gestion de projet, qu'est-ce que tu utilises de ton côté? Yes, ça fait que ça, je pense que c'est la dernière catégorie, gestion de projet. Nous, on utilise ClickUp, donc, qui est une compagnie, c'est semblable à Monday.com, mais qui coûte moins cher. Donc, pour nous autres, ce qu'on a besoin de faire, et surtout avec ma framework avec laquelle je gère mes projets ou je crée mes projets. Donc, dans le fond, si vous avez déjà utilisé le planificateur EFIC, la méthode Productive Action qu'on utilise pour justement briser les projets en actions concrètes que vous pouvez prendre, c'est beaucoup plus facile de le gérer avec ClickUp. Donc, on utilise ClickUp. On a utilisé Monday.com, que je trouve très, très bien aussi. Mais au niveau la seule chose, le seul deal breaker que ça a été avec Monday, ça a été de un, ça coûtait plus cher, et de deux, au niveau de la façon dont moi j'aborde la gestion de mes projets et que je break down mes tâches par rapport à un projet, ClickUp était un petit peu mieux. Tu peux aussi faire, peut-être que ça a changé maintenant avec Monday, je ne sais pas, mais ce qui est le fun, c'est que je peux avoir un snapshot complet de mon projet et savoir quel pourcentage je suis rendu vraiment dans mon projet, là, dans l'avancement. Fait que nous, ça nous permet vraiment... Tu l'as, là. Ben, moi, tu ne l'avais pas dans ce temps-là. Okay. C'était quelque chose, c'est pour ça qu'on a... Puis aussi, il faut se dire, c'est comme... Tu sais, il faut prendre une décision exécutive à un moment donné puis se dire, OK, on va là-dessus puis we run with that, tu sais. Mm-hmm. Fait que nous, on avait bâti, ça fait plus d'un an qu'on travaille avec ClickUp, mais pour ce qu'on en veut puis le prix que ça nous coûte, c'est ce qu'on aime, mais j'aime beaucoup Monday.com aussi. Et puis honnêtement, j'ai pas fait de recherche de nouveau sur Monday.com depuis un an et demi. Là, non, Monday, on vient de l'implanter chez un client, puis pour vrai, ça se travaille super bien. Je trouve qu'il va mieux qu'Asana. Asana, l'interface est trop crowded. Monday rend ça plus simple, plus accessible, mettons, pour une personne qui veut travailler, qui veut pas passer du temps à apprendre à utiliser le logiciel. Là. Moi, c'est quand même important comme nuance. Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec Monday pour elle. Justement, business de service, qui a beaucoup de back and forth avec des clients. Donc, être capable de vraiment bien centraliser toute l'information sur le projet qui a une certaine... donc, des projets à long terme. Là. Donc,
Oui. Mais une question pour toi, est-ce que, parce que ça a été une autre affaire qui a été un pourquoi on a décidé d'aller avec ClickUp dans ce temps-là, c'est que tu avais l'option avec ClickUp de gérer ton projet soit de façon liste ou de façon Kanban, OK, de partir une tâche puis de la bouger d'une colonne à l'autre, d'une catégorie à l'autre. Ça, ClickUp, Monday, te l'offrait seulement en version Kanban, dans le fond, où tu bougeais un petit peu la version comme Trello, dans le fond, où tu bouges ta tâche d'un bord à l'autre. Et ça ne te permettait pas d'alterner les vues. Tu peux avoir le même projet, mais tu alternes ta vue, que ce soit liste ou que ce soit Kanban. Puis Monday ne te le permettait pas, ClickUp te le permettait. J'imagine que Monday a dû changer ça Monday, maintenant. tu peux le voir de ces deux façons-là. Tu peux le voir aussi avec un espèce de système de checklist, de checkpoint, là, mettons. Là. Donc, oui, ça, il le faut aussi maintenant. Ben, c'est ça, il l'a intégré. Donc, ça, c'était l'affaire que ClickUp, je trouvais qu'il avait intégré, qu'il avait vraiment innové comparativement à Monday. Mais ce que j'ai l'impression de voir en ce moment, là, c'est que Monday est en train de se positionner comme la powerhouse en gestion de projet. OK? Trello était la powerhouse, comme je dirais, depuis les 10 dernières années. Mais ils n'ont pas. Trello a stagné très rapidement. Exactement. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas évolué assez. Puis j'ai l'impression que la structure était assez rigide, que c'était difficile pour eux autres d'intégrer des nouvelles fonctionnalités. T'sais, à moins de réinventer complètement la plateforme, c'était compliqué pour eux autres d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. Le problème derrière Trello, c'est que l'idée était bonne, mais le modèle de commercialisation était très mauvais. Mm-hmm. Parce que Trello, tu peux rouler longtemps, voire tout le temps, si tu veux, sur la formule gratuite. Le besoin pour ce qu'on appelle des power-ups payants, et moi, je ne l'ai jamais senti. Puis je veux dire, c'est quelque chose que un nouveau client mentorat, souvent, on va implanter ça rapide, justement, pour faire une espèce de un petit process mapping vite fait. C'est pas ça qu'on va utiliser à long terme. Mais, je veux dire, j'ouvre des boards à côté pour mes clients. J'ai jamais eu besoin de payer de power-up parce que, tu nous as référé quelqu'un. Ouais, mais je te réfère juste des personnes qui n'auront pas besoin non plus. Tu ne me mets pas dans une position où j'ai besoin de payer. Ouais, c'est ça. T'as le gold status, mais ça veut dire fuck all. C'est ça. Fait que, je veux dire, le backing financier, maintenant, c'est parce que lever des fonctions, ça coûte des sous, là. Puis, maintenant, de juste tout le temps aller chercher des rounds de VC, tu plafonnes aussi. Donc, je ne vois pas, malheureusement, le modèle d'affaires en arrière. Même si ça répond à un vrai besoin, puis c'est bien fait, c'est plate, mais on en revient aux bases d'une bonne business. Where's the money? Elle rentre où? Comment? À quelle récurrence? Trello a malheureusement pas... a raté la cible à ce niveau-là. Mais puis vraiment, ce que tu vois, même ce que ClickUp ou ce que Monday fait, tu le fais avec maintenant, tu fais ce que Trello fait dans le fond, puis avec une interface graphique qui est beaucoup plus intéressante. Oui. C'est super beau, là, puis il y a beaucoup de fonctionnalités où tu peux changer tes couleurs, tu peux color coder. Moi, je trouve ça donne le goût de l'utiliser. Honnêtement, là, comme je serais resté avec, c'était vraiment des petites affaires qui nous ont fait passer vers ClickUp. Puis là, j'ai envie quasiment de reconsidérer, de râler voir nouveau ce que Monday est en train d'offrir, parce que j'ai adoré l'interface graphique de Monday. Et je trouve, honnêtement, de ce que je peux voir, c'est la compagnie avec le plus d'innovation en ce moment. Donc, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Monday.com, allez le checker définitivement. Vous pouvez checker ClickUp aussi. Mais je pense que ce seraient les deux qu'on pourrait recommander au niveau client. Moi, Asana, j'ai jamais aimé. Basecamp, j'ai jamais aimé non plus. Toi, tu utilises Basecamp? On utilise Basecamp, mais honnêtement, c'est une dompe information. Je peux pas dire que c'est un pilier de notre structure. C'est vraiment comme, ton idée est là pour générer des idées, pas là pour les garder. Ça prend une place pour le mettre, puis une place documentée, centralisée. Mais, on veut pas... C'est pour ça que de notre côté, c'est comme une dompe à idées, puis quand on est vraiment prêt à prendre action sur une de ces idées-là, on va le transférer dans un autre système plus adapté comme GitHub ou des choses comme ça. Là. Ouais, non, exactement. Tu l'utilises un petit peu comme un SOP. Mais tu l'utilises pas comme un SOP. Non. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre affaire aussi quand quand votre business grossit, dans le fond, c'est que vous allez devoir créer des SOP, des Standard Operating Procedures. J'ai l'impression, je sais pas pour toi, que
peut-être que je le connais pas. Là. Nous, on le fait à l'interne, on l'utilise old fashion. On a un Google Doc, Google Spreadsheet qu'on utilise pour nos SOPs qui sont assez simples à faire. On l'a starté parce que définitivement, on n'avait pas nécessairement. Notre compagnie est petite avec ce qu'on fait en ce moment, donc on n'a pas des tonnes de SOPs. Mais pour une compagnie, admettant avec Bioptimizers, on avait implémenté Suite Process, qui est une compagnie de software, une petite compagnie de software justement pour créer des SOPs. Il y a Process Street aussi, qui est une compagnie qui fait justement la génération des SOPs avec beaucoup d'intégration, etc., d'automatisation. J'ai l'impression que Process Street est un petit peu overkill pour la majeure partie des petites business. Il y a peut-être des softwares que je connais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une belle opportunité justement pour une compagnie qui veut se lancer dans le SOP, simple, facile à faire au niveau de la documentation de processus, même au niveau francophone, là, ça peut être une bonne idée pour des compagnies de software. Non, il y a une ouverture dans le marché, mettons. Là. Ouais, parce que ça, je pense que c'est la seule chose qui manque vraiment sur le marché en ce moment, que j'utiliserais, no joke, je paierais 20$ par mois là, pour une solide plateforme d'SOP facile à utiliser. Là. Mais le problème avec ça, la raison pour laquelle personne veut le prendre, c'est que des personnes comme toi, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça, exactement. C'est que t'arrives, c'est que moi, je l'implémente des SOPs, même à petite échelle. Dans ton cas, mais tu sais, des business qui roulent encore, 100%. Ça fait 10 ans que ça roule puis qui n'ont pas de processus, il y en a beaucoup trop. C'est pas qu'il n'y a pas de besoin dans le marché, c'est que ça répond à un besoin, mais le monde n'a pas assez le pain pour s'en rendre compte. Exactement. Moi, dans mon monde idéal, j'aimerais que toutes les petites entreprises aient des SOPs et pratiquent à faire des SOPs de façon systématique. Mais bon, après, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais c'est pas quelque chose non plus que tu t'es prêt à payer. Tu vois, même moi qui est très orienté là-dessus, je suis pas prêt à payer fucking comme des centaines de piastres pour avoir un software de SOP. Là, je vais rester dans. Je pas le scale pour ça. Là. Je vais garder mes SOP dans notre Google Sheet. Il n'y a pas de problème. Là, ça fait que, ouais, non, c'est ça. Mais, fait que dans le fond, si on veut faire une petite recap, communication. Un round-up rapide, parce que ça, je le vois souvent revenir. Tu factures avec quoi? Au niveau de la facturation, nous, on est intégré avec QuickBooks. Donc, on facture directement avec. Ben, ça dépend. Tu parles de facturation manuelle? Ta facturation générale, peu importe. Ça dépend. On utilise Shopify. On utilise différentes plateformes. Ça fait OK, mais je parle pas de les factures. OK, facturation manuelle. OK, facturation manuelle intégrée QuickBooks. Donc, nous, pour notre comptabilité, on utilise QuickBooks Online. On avait QuickBooks Offline pendant un certain temps, pendant longtemps même. Puis là, on a switché directement à QuickBooks Online, beaucoup plus facile pour nous. Et on facture directement avec ça. J'ai utilisé à un moment donné un software qui s'appelle, un service en ligne qui s'appelle Invoicely, qui est où tu peux faire de la facturation manuelle aussi, donc gestion de facture. Il y a un côté gratuit aussi qui est assez intéressant. Donc, si vous générez, admettons que vous avez des clients en consulting, des choses comme ça, puis vous voulez faire des petites factures, parfait, Invoicely peut faire ça pour vous. Mais nous, en ce moment, on intègre avec QuickBooks. Ensuite, au niveau du payment processing, il y a toujours PayPal est une option. Sinon, on utilise Stripe qui s'intègre dans le fond avec différents cartes, etc. Fait que Stripe est un no-brainer. Et puis, on utilise aussi au niveau de la gestion des transferts de fonds. Puis ça, c'est une affaire que vous pouvez commencer à regarder. On utilise TransferWise. Donc ça, dans le fond, c'est comme si tu ouvrais un compte de banque avec TransferWise, mais tu sauves énormément au niveau du transfert monétaire. Fait que nous, par exemple, on reçoit beaucoup de paiements en US. Le problème, c'est que quand tu viens à le transférer en dollars canadiens, tu te fais littéralement violer par les banques. OK? C'est incroyable l'argent que tu perds chaque année. Nous, on perdait des milliers de dollars chaque année au niveau du taux de change qui était donné par les banques. Là, ce qui est bien avec TransferWise, c'est qu'on peut transférer des dollars canadiens en dollars américains pour un petit fee qui est nettement inférieur au taux de change que tu aurais directement avec ta banque. Donc, eux te donnent le taux de change du jour en real time, OK? Mais tu as seulement un fee qui applique. Donc, nous autres, on peut transférer des dollars US en dollars canadiens pour beaucoup moins cher. Et ensuite, je fais beaucoup aussi de la paiement de sous-contractants avec TransferWise. Donc, j'encourage mes sous-contractants à aller avec TransferWise parce que justement, ils ont l'argent beaucoup plus rapidement. Et les taux de transfert, tu sais, un wire transfer, là, tu fais un transfert par câble là, avec une banque, là,
t'as un taux t'as 35 pièces de frais sur t'as un flat, puis t'as la réception, souvent, il y en a pour ton client. Fait que là, tu te rends compte qu'il y a 60 pièces que la banque vient d'absorber pour fuck all. Là, avec TransferWise, là, écoute, les frais sont minimum, fait qu'on l'utilise beaucoup, beaucoup plus. De ce côté-là, ça nous sauve. Écoute, au niveau, on parle d'efficience financière, mais ça nous sauve des milliers de dollars chaque année au niveau de du transfert de fonds. Fait que surtout si vous travaillez dans le multi-currency avec différentes currencies, vous pouvez utiliser TransferWise. Puis c'est assez facile. Tu peux monter un compte avec TransferWise en une question de secondes. Nous autres, on a une stratégie inverse, justement parce qu'on utilise quand même beaucoup de systèmes. Vous pouvez, même si vous êtes au Canada, vous pouvez vous ouvrir un compte bancaire avec US. Là. Ben oui. Nous, c'est dans le fond, on convertit, on transfère absolument rien. Donc, les clients qui nous payent en US, ça va dans US, puis on utilise ce compte-là qui est pratiquement dédié à juste couvrir les frais de nos apps, qui très souvent, les apps que vous allez payer, c'est des USD. US. Oui. Fait que, tu sais, efficience financière all the way, là, ben, tu payes aucun frais de conversion parce que, justement, tu convertis jamais rien. Ton argent US, tu mets dans le compte US, puis tu fais juste syncer tous tes paiements US dessus. Fait que, ben, ça te coûte moins cher, puis tu perds moins d'argent aussi, justement, parce que tu promènes moins ton argent dans des mains différentes, là. Ben non, big time, tu sais, ça c'est une question aussi. Mais ça fonctionne parce que si vous n'avez pas recevez beaucoup de clients d'argent US, t'as pas besoin de le convertir. Fait que dans le fond, ça rentre dans ton compte US, puis quasiment tout ressort parce que vous avez besoin vous achetez vos software. On a un coussin dans le compte. Oui, c'est ça. Justement, parce que l'argent roule là, puis il n'est pas stagnante, en effet. Là. Exactement. Moi, mon problème, c'était que 80% de mes revenus étaient en dollars US. Fait que là, il fallait que je transfère. T'as pas le choix. Puis je vis en dollars canadiens, tu sais. Mais, comme tu as dit, là, guys, même si vous avez un compte avec Desjardins, là, vous pouvez avoir un compte US. Vous appelez votre représentant, vous dites, hey, j'aimerais ouvrir un compte US. Vous pouvez même avoir une carte de crédit en US. OK? Fait que ça, c'est une chose qu'on s'est rendu compte aussi. Nous autres, où on perdait énormément d'argent. Tu sais, je vais juste faire un petit segment là-dessus lorsqu'on en parle, mais on perdait le taux de change des cartes de crédit. Admettons que vous avez, je ne sais pas, vous payez pour un software, vous payez pour, je ne sais pas moi, Kajabi, vous payez $100 par mois. Okay? Donc, vous allez utiliser votre carte de crédit pour payer votre souscription à Kajabi. Ce qui se passe, c'est que quand la compagnie va faire, la compagnie de carte de crédit fait la transaction en dollars US et va la transférer en dollars canadiens, le taux de change qui est appliqué au niveau du taux de change sur une carte de crédit, c'est ridicule. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Vous faites c'est des pourcentages. Là. On parle de 2, 3, 4, même plus des fois % que vous perdez au niveau de change parce qu'ils ne vous donnent pas le taux réel de la journée. C'est un taux moins tant de pourcentage. Ils se font de l'argent là-dessus. Okay? Donc, le fait d'aller chercher une carte de crédit US, où vous processez tous vos paiements en USD, vous ne perdez pas d'argent. Ensuite, ce que vous faites, c'est qu'avec votre compte USD, vous pouvez payer votre carte de crédit USD. Donc, dans le fond, il n'y a pas de taux de change qui est appliqué. Vous sauvez de l'argent sur le long terme comme c'est pas possible. Là. Fait que nous, ça fait longtemps qu'on le fait, puis on l'a optimisé encore plus avec TransferWise. Mais ça, c'est des choses à regarder, puis on ne le voit pas. Hein? C'est ça qui est sneaky. C'est que la banque va aller vous chercher toutes ces petites ces petits fees-là. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ça add up. Nous, on a fait l'exercice à le regarder on le fait depuis plusieurs années, puis un de nos buts principaux, on se fait comme mission de réduire au maximum les frais bancaires parce que c'était des milliers de piastres, Matt, ça n'avait pas de bon sens. Je dis, OK, là, comme c'est bien beau, on essaie de shopper ceci, de shopper ça, puis on ne fait pas attention aux frais bancaires, là, ça fait juste pas de sens. T'sais. Puis on est dans une ère maintenant où des compagnies comme TransferWise sont super, super, super comme c'est leur mission, là, donc c'est incroyable ce que tu peux faire maintenant. Fait que on vient de pogner, je pense, le premier podcast qu'on pète l'heure. Qu'on va rapper ça, on pète l'heure. Oui, mais c'est bon, mais il y avait beaucoup d'outils aussi. Puis si vous montrez aussi que, Chris, des outils, il y en a plein. Là, fait que, puis ce qu'on vous dit right now, là, c'est ce qu'on utilise nous. Il y a différents types d'outils, mais allez shopper. Fait que, dans le fond, ce qu'on peut vous dire, c'est que communication, si on fait un petit wrap-up, Matt, communication, Slack, Twist. Moi, je suis Twist, toi, tu es Slack. Mm-hmm. Au niveau CRM, toi, tu utilises... Moi, je suis avec Pipedrive. Pipedrive, tu as dit qu'il y avait Nutshell que tu utilisais.
en tout cas, allez faire de votre recherche. C'est peut-être pas nécessairement... Vous n'avez pas nécessairement aussi besoin d'un CRM en tant que tel. Zapier peut vraiment faire beaucoup de choses pour vous. Fait que faites attention à ce que vous avez besoin. Au niveau, qu'est-ce qu'on avait dit après? Gestion de projet, on encourage les deux. En même temps, je pense que ça a été assez unanime de considérer Monday beaucoup plus que Trello ou Asana. Non, oubliez Trello, oubliez Asana. Trello est correct, là, mais comme c'est juste ça que tu auras, là. Point, c'est ça. Ouais. Monday innove. Fait que j'aime beaucoup. Moi, j'utilise ClickUp, mais encore une fois, c'était une décision que j'ai prise il y a 1 an. Je suis très satisfait. Là. J'adore travailler avec ClickUp, mais je veux reconsidérer Monday.com. Après ce call, même, je vais aller regarder Monday.com, voir les nouvelles intégrations qu'ils ont faites, mais je pense que c'est un winner. Fait qu'allez le voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Sinon, par la suite, facturation, peut-être avec QuickBooks. De comme notre côté, moi, je roule avec QuickBooks pour Didac. Sinon, en mentorat, je suis avec Harvest. Harvest qui me permet du time tracking aussi. Donc, et faire de la facturation. Donc, c'est un petit hybride plus light. Fait clairement pas tout ce que QuickBooks fait. Mais pour quelqu'un qui génère juste de la facturation de temps en temps, de façon ponctuelle, ça peut être à considérer. Ben, QuickBooks, c'est bien parce que ça s'intègre avec votre comptabilité, avec votre bookkeeping. Sinon, Invoicely, qui est juste comme que vous pouvez utiliser aussi assez facilement. Donc, c'est ça. Sinon, les outils à côté, Payment Processing, on avait dit Stripe. On a parlé un petit peu de cela marketing, mais ça, on pourrait faire des heures avec ça, fait qu'on n'embarquera pas là-dessus. Là. C'est ça. Moi, j'utilise ClickFunnels. Vous pouvez regarder ClickFunnels, mais sinon, il y a d'autres outils, là, encore une fois. Et shout-out à la compagnie québécoise au niveau Missive. Missive, au niveau Et puis, shout-out. Je connais pas la compagnie. C'est Customer support, gestion documentaire, gestion de tes clients. Non, ça fait quand même pas mal d'affaires. Bon, je fais que utiliser c'est le mot de Mathieu Dumont là-dessus. Moi, je connais pas la compagnie, mais je suis all about, si la compagnie fait du bon sens, supporter la compagnie francophone québécoise. Super. All right. Hey, écoutez, si vous avez... puis ça, c'est une affaire aussi, là. Nous, on vous parle de nos outils qu'on utilise. Si vous avez d'autres outils que vous utilisez dans votre business, please share away, my friends. Laissez-nous savoir, envoyez-nous un petit courriel ou partagez ça avec nous sur les réseaux sociaux. On est vraiment ouvert à découvrir des nouveaux outils qui sont intéressants. Donc, il y en a toujours des nouveaux qui sortent quasiment à chaque jour. Donc, on a très hâte de voir qu'est-ce que vous utilisez comme software et puis de vous aider avec ça. Et si vous avez un challenge particulier, envoyez-nous un email. Ça fera plaisir de vous aider. All right, bud. As-tu d'autres choses à ajouter sur notre plus long podcast? Non, let's wrap this up. It's a wrap. Tu dois aller shopper pour ton iPatch, là, fait que je te garde pas plus longtemps. All right, buddy. Passe une bonne semaine. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.